Bonjour, bienvenue à cette dernière conférence de la journée. Je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef pour les publications de PAP et notamment pour le site imo9.com. On va parler d'un mécanisme dont vous avez très certainement entendu parler, qui est le dispositif Pinel. Et que le dispositif Pinel, ça veut dire carotte fiscale. C'est-à-dire qu'en très gros, vous achetez un logement neuf, vous le mettez en location et vous recevez un avantage fiscal. Alors, pour en bénéficier, il y a plein de conditions à respecter. Et puis, il y a des règles à respecter d'une façon générale pour l'investissement, pour réussir un investissement locatif, des questions de finances, de choix de marché, de choix de logement, de stratégie personnelle. Donc, pour parler de ce sujet qui compte, nous avons trois spécialistes. Donc, Mehdi Rahimzad du cabinet de Courcelles. Alors, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, Mehdi. Bonjour Pierre, oui. Effectivement, conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein du cabinet de Courcelles et Associés. Au quotidien, nous accompagnons justement nos clients dans leurs investissements, entre autres, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans leurs investissements immobiliers, pour les conseiller sur le choix du dispositif, des typologies d'investissement et bien évidemment les accompagner au long de ce projet. Merci Mehdi. Nous avons aussi Brian Dezagno. Brian, vous travaillez pour la société de promotion ICAD. Votre fonction, vous êtes directeur commercial pour l'ensemble du territoire Île-de-France et DOM-TOM. D'accord. Et donc vous vendez notamment aux investisseurs. Exactement. À tous les particuliers qui souhaitent nous acheter des logements. Merci Brian. Et Philippe Zilberstein, qui travaille chez le groupe Capelli. Oui, merci Pierre. Effectivement, je suis chargé de mission au sein du groupe Capelli, qui est aussi un promoteur immobilier national, qui intervient aussi un peu à l'international, au Luxembourg et en Suisse. Voilà. Et de la même manière, on propose à nos clients, à nos futurs clients, des produits d'investissement. Merci Philippe. Alors, on va un peu préciser les contours du dispositif Pinel, qui va ouvrir le bal. Brian, par exemple, en gros, comment ça marche, combien on peut espérer toucher quand on investit en Pinel. Donc aujourd'hui, le dispositif Pinel, c'est un dispositif effectivement bien connu puisqu'il est mis en place depuis 2014. Aujourd'hui, c'est un mécanisme de réduction d'impôts. Donc c'est vrai qu'il est un peu différenciant de certains dispositifs fiscaux qu'il y a pu avoir par le passé, qui étaient plutôt des déductions de revenus. Là, on est sur une réduction directe d'imposition qui est actuellement fixée, suivant le nombre d'années d'engagement, entre 12% du prix de l'acquisition, 18 ou 21%, voilà, suivant la durée d'engagement qu'on prend. C'est-à-dire que le fisc en fait, paye cette proportion du logement directement à l'investisseur. Exactement, c'est une réduction d'impôt directe en fait, sur les impôts que paye le contribuable. Donc oui, c'est intéressant, il y a trois durées, 6, 9 et 12 ans, c'est ça? Exactement, 6, 9 et 12 ans. Donc sur cette durée-là, on applique effectivement la réduction d'impôt correspondante. Actuellement, on est sur 2% d'impôt sur le prix de revient de l'appartement, on le verra peut-être juste après, mais 2% pendant les 9 premières années. Et si on décide d'aller sur l'engagement de 12 ans, il y a seulement 1% sur les 3 dernières années. Merci. Philippe, il y a des conditions. Évidemment, le fisc ne donne pas un avantage fiscal comme ça directement. Il ne donne rien gratuitement, évidemment. Mais en tout cas, il implique à certaines choses. Donc, en complément, effectivement, le complément, c'est d'abord d'acquérir un logement destiné à la location et destiné à la résidence principale du locataire sur les périodes qui viennent d'être évoquées. Ensuite de ça, il y a un plafond qui est de 300 000 euros par an. Alors, on peut faire 1, 2 ou 3 investissements, suivant le montant, qui, en tout état de cause, ne dépassera pas les 300 000. Et puis, évidemment, et je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure, c'est soumis à des plafonds de loyer et c'est soumis aussi, effectivement, à des plafonds de revenus du locataire. Merci Philippe. Mehdi, on peut en faire partout du Pinel, en ville, à la campagne. Alors non, le Pinel, on ne peut pas en faire partout. L'objectif du Pinel est de favoriser et inciter la création de logements dans les zones où on a un déficit de logement. Donc le territoire de France a été découpé en plusieurs zones, fonction de la tension du marché immobilier, du marché locatif. Ces zones sont la zone ABIS, donc qui va être Paris en fait, et les 29 communes limitrophes. Vous allez avoir la zone A, qui va être donc le reste de l'Île-de-France, certaines zones côtières,
la zone frontalière genevoise, et ainsi de suite, donc la zone B1 et la zone B2. Et les zones où il n'y a pas de peu ou pas de tension sur le marché immobilier, c'est donc ce qu'on appelle la zone C, et donc les logements qui se situent en zone C, sauf cas exceptionnels, dérogation spécifique, ne sont pas éligibles au dispositif Pinel. Donc ça veut dire que, comme on peut faire du Pinel que dans ces secteurs-là où il y a une offre locative inférieure à la demande, le fait qu'on ne puisse pas en faire partout, c'est un atout, puisque du coup, on peut louer. Effectivement, l'objectif de ce zonage, ça a été d'éviter certaines dérives qui ont pu peut-être avoir lieu dans le passé, où on n'avait pas une adéquation totale entre la production de logements et la demande qu'on avait en local au niveau du marché locatif. Donc ce zonage qui évolue, qui va continuer encore à évoluer, a vraiment pour objectif d'affiner le mieux possible l'adéquation entre l'incitation fiscale et les besoins sur le territoire. Merci Mehdi. Brian, on a parlé de plafond de loyer. En règle générale, les investisseurs, ils n'aiment pas trop ça. Ils sont dissuasifs, ces plafonds de loyer. Aujourd'hui, les plafonds de loyer, ils ont été établis par zonage. Et donc, a fortiori, le zonage correspond aussi au plafond marché. Donc, il y a bien évidemment certaines zones où le loyer Pinel est même supérieur au loyer marché. On peut même le retrouver sur certaines zones d'Île-de-France, notamment de la première couronne, ou plutôt, par exemple, sur le 93, où on a certaines communes comme Aubervilliers, par exemple, où le zonage Pinel permet d'avoir un loyer qui est supérieur même au loyer du marché, donc il n'est pas du tout dissuasif, je dirais. Et sur beaucoup d'autres territoires, il est peu ou prou semblable au loyer du marché. Donc il est fait justement par rapport à ce zonage qui comprend et donc qui est cohérent avec le marché. Juste quand on a des plafonds Pinel qui sont supérieurs aux valeurs de marché, il faut mieux appliquer les valeurs de marché dans ces cas-là. Sinon, on risque d'avoir des problèmes pour trouver les locataires. Exactement. C'est pour ça que ce n'est pas une contrainte en tout cas. Le loyer Pinel n'est pas une contrainte puisque le loyer marché est en dessous. C'est d'ailleurs une des points de vigilance quand on achète un appartement, de bien vérifier cette cohérence entre le loyer Pinel et le loyer marché dans un sens, mais également dans l'autre. Bon. Et Philippe, les plafonds de ressources des locataires, à moins que vous vouliez dire un petit peu plus... Oui, je voudrais juste amener un petit complément à ce que vient de dire Brian, et il a tout à fait raison. On parle de loyer plafond, donc c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut aller jusqu'à ce montant-là pour bénéficier de l'avantage fiscal. Pour autant, évidemment, il faut s'adapter au marché. Voilà, il n'y a pas de... Donc il ne faut pas avoir peur de ce mot qui est plafond de ressources ou plafond de loyer. Et quand vous parlez de plafond de ressources, alors je ne connais pas tous les barèmes, mais ce que je sais de mémoire, en B1, quand on est un couple, il faut gagner plus de 41 000 euros de revenus pour pouvoir accéder à ça et en tout cas rentrer dans le cadre du dispositif. Donc globalement, alors je mets de côté Paris, encore une fois, qui est un marché complètement à part, globalement, ça ne nuit pas du tout à trouver facilement le locataire qui va utiliser le logement. Oui, parce que pour un petit mot sur Paris, d'abord, il y a très peu de neufs. Et puis, ça se calcule aussi d'abord sur un plafond au mètre carré de 5 500 euros. Oui, et à Paris, on est à 13 000. Vous avez raison, c'est ce que j'ai aussi oublié de dire tout à l'heure, au-delà des 300 000 et au-delà de tout ça. Il faut aussi... la réduction d'impôt est calculée sur des biens qui ne dépassent pas les 5 500 euros au mètre carré. Mais vous pouvez acheter un bien à 7 000 euros du mètre carré, si celui-là vous tente. Pour autant, votre estimation de votre réduction d'impôt sera ramenée au plafond des 5 500 euros du mètre carré. Oui, et donc à 13 000 euros du mètre carré à Paris, ça n'a pas d'intérêt. Non. Et puis même la rentabilité... Faire un investissement à Paris, c'est d'abord souvent des investissements patrimoniaux et c'est pas du tout de la rentabilité qui doit être recherchée. Voilà. Mehdi, donc on a vu un petit peu l'architecture. Par quoi je commence quand je veux investir en Pinel? Parce qu'il y a des questions de finances, de fiscalité propre à l'investisseur. Le point de départ, c'est... Alors effectivement, le point de départ, ça va être déjà de déterminer l'objectif initial de l'investisseur. Pourquoi je souhaite réaliser cet investissement? Est-ce que je souhaite me constituer un patrimoine? Est-ce que je souhaite dégager une somme d'argent à moyen terme? Auquel cas, je réalise un investissement qui aura pour objectif d'être revendu, par exemple, dès la fin de l'avantage fiscal. Donc c'est un type d'investissement. Est-ce que c'est un investissement
que je vais faire pour loger un membre de ma famille, parce que le dispositif Pinel va vous permettre d'héberger dans le logement, donc, soit un descendant, soit un ascendant. Donc c'est vrai qu'on a une clientèle qui est très intéressée par cette particularité du dispositif Pinel. Et on a encore d'autres typologies d'investisseurs qui, eux, recherchent à se constituer un revenu complémentaire pour la retraite et donc qui sont soucieux d'avoir une pérennité dans le loyer, un investissement à long, voire très long terme. Donc je pense que la base, on va dire, est là. Qu'est-ce que je recherche? Comme le disait Philippe, un investissement dans Paris Intramuros, c'est un investissement patrimonial où on ne cherche pas de rendement. D'autres investissements donc, seront plus adaptés pour ceux qui cherchent du rendement, du revenu à terme ou autre. Donc l'idée, c'est vraiment le point initial, partir de là. Ensuite, une fois qu'on a déterminé nos objectifs, et on va déterminer le cadre d'investissement. Et dans le cadre d'investissement, on va prendre en compte toutes ces contraintes. Le dispositif Pinel, on a 2% par an de réduction d'impôt. Donc c'est comme un rendement complémentaire. C'est un avantage fiscal, c'est comme un loyer fictif, non imposable et garanti qui vous est versé par l'État. En contrepartie, vous allez avoir effectivement un cadre. Des plafonds, comme on a vu, un plafond en termes de prix. On va calculer la réduction d'impôt sur une base de 300 000. Un plafond de prix de revient au mètre carré, un plafond de ressources. Donc l'idée, c'est de valider l'adéquation de l'intérêt. Est-ce que l'investissement cible, l'investissement que je souhaite réaliser, le bien immobilier, en Pinel, représentera un intérêt ou pas? Et s'il ne présente pas d'intérêt en Pinel, il y a d'autres possibilités, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé systématiquement, quand on fait de l'investissement locatif dans le neuf, de miser sur les Pinel. Non, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'adéquation. On a des clientèles d'expatriés ou d'internationaux qui, eux, n'ont pas d'avantage fiscal et qui souhaitent en fait réaliser investissement dans le neuf pour tous les autres avantages que l'immobilier neuf intrinsèque porte. Brian, il y a un logement type pour investir en Pinel en termes de prix de ticket d'entrée, de rendement, de revente. On prend des studios, des 2 pièces. C'est une vaste question. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choix privilégié. On peut investir à la fois dans un studio, un 2 pièces, un 3 pièces. À partir du moment où on respecte les critères qu'on a évoqués, notamment les 300 000 € plafond liés à l'acquisition pour effectivement la défiscalisation par an. À partir du moment où on a ce respect-là, je dirais il y a un coefficient multiplicateur au niveau du loyer, donc qui permet d'être finalement relativement intéressant, que ce soit sur un studio, sur un 2 pièces, sur un 3 pièces. Et là, effectivement, finalement, la typologie du bien, elle est plus liée aux critères de l'investisseur. Est-ce qu'il souhaite plutôt aller chercher une rentabilité un peu supérieure? Dans ces cas-là, effectivement, ça sera plutôt une petite surface, mais il aura aussi probablement un turnover supplémentaire. Ou est-ce qu'il cherche plutôt une pérennité dans l'investissement et avoir peut-être le moins de gestion possible parce qu'il sait qu'il va s'en occuper lui-même? Donc dans ces cas-là, on est plus potentiellement sur un 3 pièces. Après, il n'y a pas de règle exacte, ça dépend aussi de la capacité d'emprunt, puisque tout investisseur a aussi une possibilité d'emprunter parfois sur des montants qui ne permettent que d'acquérir une surface peut-être plus petite. Et puis, si on a la capacité d'acheter une surface plus grande, autant effectivement aussi le faire. Donc, ça dépend aussi du prix au mètre carré, parce qu'un studio n'est pas au même prix au mètre carré qu'un 3 pièces. Donc, finalement, il y a tellement de critères à prendre en compte pour décider, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ou en tout cas de réponse préétablie concernant la typologie. C'est là où l'accompagnement est fondamental, en fait. Oui, mais avant, et pour compléter, effectivement, il faut se rendre compte que l'immobilier, l'investissement immobilier, notamment dispositif Pinel, c'est un des rares investissements qu'on peut faire à crédit. Et notamment, quand vous investissez en Pinel, en réalité, il y a 3 personnes, ou enfin 3 choses qui qui remboursent votre bien. C'est évidemment pour partie le locataire, pour partie la réduction d'impôt et pour partie l'épargne mensuelle que vous allez vouloir consacrer à cet investissement. Et pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est aussi votre épargne mensuelle, celle que vous voulez constituer tous les mois, qui permettra de dire, bon ben, peut-être que j'ai la possibilité d'aller plutôt vers un 2 pièces ou vers un 3 pièces que vers un studio. C'est vrai, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de conseil particulier, mais le fait qu'on sait par avance, et tout le démontre aujourd'hui, qu'il y a une grande rotation dans les studios,
Il faut savoir que ça risque d'impacter un peu votre rentabilité parce que ça veut dire souvent des états des lieux d'entrée, des états des lieux de sortie par le gestionnaire et donc des frais supplémentaires qui sont là. Donc après, voilà, il n'y a pas de règle, c'est un cas particulier pour chaque investisseur en fonction de ses besoins et de ses objectifs. On pourrait par exemple imaginer acheter un 4 pièces en Pinel sur la Côte d'Azur et au terme de l'opération, le reprendre pour y vivre. Alors c'est tout à fait ça, en complément de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que effectivement, on peut d'ores et déjà, au-delà de constituer du patrimoine économique et préparer sa retraite, c'est une possibilité, mais c'est aussi prévoir à moyen terme là où je décide d'aller passer ma retraite, et c'est peut-être un moyen d'acquérir de l'immobilier 15 ans ou 12 ans avant, en se disant, bah tiens, je vais finir mes vieux jours ou ma retraite tranquille sur la Côte d'Azur, et de ce fait d'avoir acquis un bien par ce biais-là qui a été payé par trois origines différentes. Merci. Alors, l'autre grosse question, c'est vraiment rentable parce qu'on sait par exemple que le neuf est quand même 20-25% plus cher que l'ancien. Il y a une carotte fiscale. Et est-ce que, en termes de rendement, de rentabilité, c'est intéressant de faire du Pinel? Alors, effectivement, la question revient. Et évidemment, le neuf, on le constate, vous le constaterez aisément, est plus cher, et facialement, tout du moins, facilement plus cher que l'immobilier ancien. Il faut tout de même tempérer, parce que ça s'explique, en fait, c'est pas juste plus cher pour être plus cher. Vous avez un bien qui est donc aux normes, aux dernières normes énergétiques, donc qui va être un logement qui est peu consommateur d'énergie. Je pense qu'en ce moment, c'est particulièrement un sujet d'avenir, un sujet qui devient d'actualité. Et vous avez donc effectivement cet avantage fiscal. Donc cet avantage fiscal, il va pouvoir diminuer en fait facialement, il va venir diminuer. C'est d'ailleurs tout l'intérêt, c'est parce que le logement neuf a un surcoût qu'on a cette incitation fiscale pour mobiliser les particuliers dans cette typologie d'investissement. Donc le calcul se fait assez rapidement. Quand vous savez que dans le neuf, vous allez avoir des frais de notaire, donc des frais de mutation qui sont moindres que dans l'immobilier ancien, vous êtes plutôt sur l'ordre de 2%, de 2,5% au lieu des 8%. Donc vous avez déjà 6% de gains sur les frais de mutation. Vous avez en plus cet avantage fiscal qui peut monter jusqu'à 21% du montant de l'acquisition. Ça permet de comparer ensuite les prix du neuf et de l'ancien, sachant que souvent dans l'ancien, quand on compare les prix de l'ancien, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut imaginer que dans beaucoup d'immobiliers dans l'ancien, il y a toujours une petite remise à neuf, remise en état à prévoir, anticiper, des frais de copro, des frais justement d'entretien. Donc voilà, c'est pas si évident que ça que l'ancien soit toujours reviennent in fine moins cher. Oui, et puis s'il a un mauvais diagnostic de performance énergétique, il faut le remettre à niveau, et là, c'est pas pareil. Et là, il y a de grandes difficultés à venir. Moi, je partage tout à fait. Il faut comparer non pas sur du court terme, mais sur du moyen et long terme. D'ailleurs, on sait que l'investissement immobilier, qu'il soit dans l'ancien ou dans le neuf, ce ne sont jamais des investissements de court terme. Mais effectivement, quand vous avez enlevé les postes énumérés entre les frais de notaire, les travaux, vous arrivez à un prix qui n'est pas très très loin de celui du neuf, tout en ayant un produit très adapté au goût du jour. Ça va bien, vous inquiétez. Sans oublier. Mettez voilà, la main un petit peu plus haut, c'est parfait, merci beaucoup. Et sans oublier le fait que le logement neuf, à la revente, sera toujours plus valorisé naturellement qu'un logement qui pourrait avoir 10 ou 15 ans de plus. C'est-à-dire que le calcul qu'on fait au moment de l'acquisition, il ne faut jamais oublier que ce calcul-là, il sera aussi à faire pour le futur acquéreur qui vous rachètera le logement dans 10, 15 ou 20 ans, ou peut-être même moins. Donc lui-même aura aussi, naturellement, s'il a le choix à un prix identique entre un logement aux dernières normes et un logement ancien, qu'à 10 ou 15 ans de plus, il choisira naturellement le vôtre. Et dernière petite chose aussi que je souhaitais ajouter par rapport à ça, j'ai échangé avec quelqu'un qui est en agence immobilière, donc dans l'ancien cette semaine, et elle me disait que désormais, depuis quelques mois, c'est devenu quasiment la première question, le DPE du logement,
compte tenu aussi des éléments qui sont en termes de réglementaires, qui imposent notamment au logement G, donc le DPE le plus bas, de devoir effectivement se remettre à niveau pour pouvoir être loué. Finalement, on sent qu'il y a une certaine pression des pouvoirs publics aussi sur ce sujet-là, et ça transparaît vis-à-vis des clients, puisqu'aujourd'hui, ils demandent tous quasiment, comme première question, quel est le niveau énergétique des logements. Donc, je dirais aujourd'hui, le logement neuf, c'est vraiment le principal atout, et ça reste également celui-ci. Oui, je rebondis, je permets, Pierre. Non, allez-y. C'est un point très important que soulève Brian, parce que c'est quelque chose qu'on anticipe, nous, professionnels de l'immobilier, depuis un grand nombre d'années, qui n'était que peu visible. On disait, bon, c'est un appartement bébé, ça va être un petit peu plus confortable à l'usage. Non, on est dans une vraie tendance de fond, parce qu'on vous le voit, et c'est une actualité aujourd'hui, que le coût de l'énergie ne fait que se renchérir dans le temps, et que donc les pouvoirs publics vont être amenés à lutter contre la pollution émise par le logement, sachant que c'est l'une des premières sources de pollution en France, en luttant contre les passoires thermiques. Et donc ça commence effectivement aujourd'hui, les logements G, donc les logements les plus énergivores, sortent, donc ne sont plus éligibles à la location, donc doivent être mis à niveau. Mais cette tendance, je pense, moi j'anticipe, et au vu de ce qui s'est passé dans différents secteurs d'activité, que ça va s'accélérer. Très rapidement, on va monter d'étiquette en étiquette, et les propriétaires de logements anciens vont avoir de très coûteuses remises aux normes à faire. Donc aujourd'hui, je veux dire plus que jamais, on a un vrai sens à anticiper son investissement. Comme Philippe le disait très bien, quand on investit, ce n'est pas pour quelques années, c'est pour longtemps, et il faut l'anticiper. Aujourd'hui, ce serait une hérésie de ne pas prendre en compte l'impact énergétique et le coût écologique de notre investissement. Oui, parce que pour être précis, un logement neuf, il est toujours A ou B sur le DPE, normalement. En logement neuf aujourd'hui, par rapport aux dernières normes, il est toujours à minima B. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport à la RE 2020, donc ce sont les nouveaux logements qui, eux, apparaîtront en livraison dans à minima 3 ans pour la plupart. Eux, ils seront A. D'accord. D'ailleurs, et c'est d'actualité, il ne va pas tarder à arriver ce qu'on appelle un Pinel Plus, oui, qui sera lié justement aux caractéristiques énergétiques des logements. Et donc l'impact de la réduction sera plus intéressant à condition que ces logements se rapprochent de ces impacts, et moindre quand on s'en éloignera. Oui, c'est-à-dire qu'avec le Pinel Plus, si les taux de défiscalisation vont baisser, sauf pour les logements qui seront les plus écologiques et les plus performants, à partir de l'année prochaine. C'est ça. Alors, à partir de l'année prochaine, de ce que j'ai compris, ce ne sera pas trop encore lié aux problèmes énergétiques, mais de toute façon, à partir de 2023, les taux de réduction énoncés tout à l'heure vont progressivement baisser d'année en année. Oui, donc en d'autres termes, ça veut dire que si on veut un taux de défiscalisation Pinel pour tous quel que soit le logement éligible, en fonction du zonage notamment, c'est cette année qu'il faut le faire. Là, aujourd'hui, c'est certain qu'il n'y a pas ce critère énergétique, en tout cas sur l'ensemble des logements neufs qui sont établis pour bénéficier du Pinel à 100%. Donc aujourd'hui, on ne se pose pas cette question-là. L'année prochaine, on se la posera, mais à aujourd'hui, ce n'est pas un critère. Mais je dirais, il y a tellement d'autres critères aujourd'hui, comme les taux d'intérêt, etc., qui remontent ou autres. Le prix des matériaux. Voilà. Oui, elle est bien aussi. Alors, je ne vais pas dire qu'ils se raréfient, mais nous tous, promoteurs ou commercialisateurs, avons une offre qui est moindre, puisque moins de permis de construire, des difficultés à sortir les opérations. Et donc, sur nos étagères, on a une offre qui se réduit. Ça, c'est clair. Et puis, pour parler des prix, ils ne baisseront pas. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire pour au moins 3 raisons essentielles. Évidemment, le coût du foncier, qui n'a aucune raison de baisser, puisque tout le monde en recherche, et donc ça devient une valeur sûre. C'est les coûts des matériaux, des matériaux, des matières premières. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est proche de nous le démontre, puisqu'on a besoin de pétrole, on a besoin d'aluminium, on a besoin d'acier. Et troisième chose également, les coûts de construction des entreprises qui sont obligés de relever aussi un petit peu leurs tarifs. Et nous-mêmes, promoteurs, on se pose beaucoup de questions sur les prochaines opérations, parce que c'est une lisibilité sur les prix de sortie qu'on a un peu de mal à formater. Et les taux d'intérêt.
qui remontent. Et les taux d'intérêt qui, effectivement, ont commencé à remonter déjà depuis quelques semaines et qui vont probablement continuer par rapport à l'inflation à continuer à remonter. Donc aujourd'hui, c'est certain que c'est en dehors, évidemment, de ce que l'on est en train de présenter sur la partie Pinel, mais les prix que vous avez aujourd'hui sur l'ensemble de l'offre sont a fortiori plus élevés d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques mois. Les promoteurs ajustent aussi leurs prix par rapport à la tendance. On est un peu comme une station-service, hein, donc aujourd'hui le pétrole il est cher, à la station-service on paye plus cher son essence, et bien c'est exactement pareil pour un logement. Ça fera pas moins de 15 centimes. Voilà, aujourd'hui le logement on le paye à un certain coût, il est certain que d'ici quelques semaines tout ce qu'on voit sur les marchés vont s'impacter également sur les appartements. Tous les grands promoteurs qui sont présents, notamment au salon immobilier, ont la chance de proposer des prix qui sont fermes et définitifs, bien évidemment, quand on réserve un appartement. Et donc ça, c'est aussi une chance pour l'acquéreur que vous êtes de sélectionner un appartement avec les taux d'aujourd'hui et le prix d'aujourd'hui, et pas le prix de demain et les taux de demain. Donc je dirais c'est un petit aparté par rapport à la conjoncture, mais qui est à mon sens un peu indispensable. Il faut quand même en tenir compte. Quand on achète, il y a un prix d'achat, il y a un crédit. Et je pense que beaucoup de gens qui sont ici recherchent, patientent, essayent de trouver des fois aussi la perle rare et autres. Et c'est vrai que cette attente, moi j'ai connu effectivement quelques personnes qui attendaient. Et puis finalement, moi ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier, ça fait 15 ans que j'entends parfois des gens qui attendent la baisse ou qui attendent cette fois la baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, tous les secteurs, on essaie toujours de justifier notre prix, mais tous les petits critères qu'on est en train d'établir, je pense que tout le monde qui est présent ici sait qu'aujourd'hui les prix seront forcément plus élevés d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est un des critères qui doit pousser encore plus l'investisseur à investir par rapport aux critères de maintenant. Oui, il faut savoir que les promoteurs ne sont pas philanthropes et qu'ils réalisent des opérations qui peuvent leur apporter la marge qu'ils ont prévue à leur bilan, et que si l'opération n'est pas dans ce cadre-là, ils préfèrent ne pas la faire. Donc c'est ça qui est extrêmement difficile. Donc c'est vrai que le conseil qu'on peut vous donner globalement déjà, même qu'on soit à la recherche de sa résidence principale ou d'un investissement, c'est de ne pas trop attendre, parce que toutes les opérations que vous pouvez voir sur les stands des promoteurs présents ici sont des opérations où les terrains ont été acquis, les marchés de travaux passés. Alors il y a quelquefois effectivement la livraison des matériaux qui présente quelques difficultés, mais pour autant, en termes de prix, les prix sont figés. Et Brian a eu raison de dire que ce sont des prix aujourd'hui qui ne bougeront pas, si ce n'est peut-être à augmenter, peut-être, mais en tout cas qui ne baisseront pas. Merci. Oui, moi, je vais mettre ma casquette du conseiller en gestion de patrimoine, où d'un point de vue général, dans l'immobilier, effectivement, on se pose la question, comme disait Brian, neuf ou ancien, ça va diminuer, ça ne va pas diminuer, on se pose des questions. Aujourd'hui, on constate un retour de l'inflation, une hausse, donc le retour de l'inflation, vous le constatez dans la hausse du logement, des prix du quotidien. Il faut savoir qu'effectivement, l'immobilier à crédit, ça a toujours été une arme massive pour lutter contre l'inflation et donc l'appauvrissement et l'érosion monétaire que subissent les ménages. Parce que lorsque vous portez acquéreur d'un bien à crédit, c'est la banque qui prête. Donc l'érosion monétaire, elle se porte sur la banque. Et là, actuellement, on est dans une situation où, effectivement, on a des taux bas. On a des taux qui restent historiquement bas, même s'ils ont commencé à remonter. Vous avez une offre de logement qui devient de plus en plus rare, parce qu'on le voit au quotidien. Vous avez des gens qui ont réellement besoin de se loger plus, tout un tas de personnes qui se disent, avec tout ce qui s'est passé, je veux retirer mes capitaux et les mettre dans la pierre. La pierre, c'est un actif tangible. Il y a du rendement locatif qu'on n'a plus forcément sur les marchés. Donc, attendre, être patient en se demandant si demain ça sera moins cher, je ne pense pas. Je pense que là, on est vraiment dans une situation, on aurait pu se poser la question post-Covid. Là, aujourd'hui, on a tous les signaux qui nous indiquent qu'il faut vous lancer. Et le neuf, donc ma présence sur l'immobilier neuf, est de vous dire, votre logement, il a une valeur verte, le logement neuf. Les promoteurs, aujourd'hui, vous proposent un lot avec une valeur verte. Cette valeur, quand on dit que le neuf est plus cher que l'ancien, on n'est pas encore capable de la mesurer, mais au même titre que d'ici quelques années, votre voiture diesel ne pourra plus rouler dans Paris, enfin certaines peuvent déjà plus rouler, on est parti dans la même idée avec vos logements demain. Donc pensez à valoriser cette valeur verte, c'est très important.